évidemment le candidat Emmanuel Macron, pas encore déclaré, mais qui a en tout cas tous ses parrainages, dont il se murmure que vous seriez peut-être pas le directeur de campagne, Monsieur de Normandie. Monsieur le ministre, je vous accueille, vous nous le confirmez, vous serez son directeur de campagne ? Je suis ministre de l'Agriculture. Enfin là, on va quand même parler d'un éventuel programme, d'un éventuel candidat qui serait éventuellement Emmanuel Macron. Exactement. On en est d'accord ? J'ai compris qu'il y avait beaucoup de si et de conditions putatives, mais c'est avec grand plaisir que je répondrai bien volontiers à vos questions. D'accord. Alors vous vous êtes attelé, en tant que ministre, à cet énorme enjeu de la répartition de la valeur entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire, avec les lois Egalim 1 puis Egalim 2. Ça a été très difficile, je crois le savoir, et pourtant il y a encore quelques lacunes. Est-ce que vous avez aujourd'hui des regrets sur des choses qui n'auraient pas été faites, et comment aller plus loin surtout ? D'abord, je voudrais commencer en disant que pour moi, la vision politique, et c'est très important de commencer toujours par ça, la vision politique, c'est la souveraineté alimentaire. Cette vision politique, nous y sommes attelés de faire de cette souveraineté alimentaire l'encre, ceux qui guident l'ensemble de nos actions et ceux qui guident l'ensemble de nos décisions. Et j'ai souvent eu coutume de le dire, mais je le répète, l'agroécologie, par exemple, n'est pas une vision politique. C'est un moyen absolument nécessaire, impérieux. Mais la vision politique, c'est notre souveraineté agroalimentaire, c'est-à-dire il serait folie que de déléguer notre capacité à nous nourrir à d'autres qu'à nous-mêmes. Alors une fois qu'on a dit ça, vous vous interrogez sur le bilan en quelque sorte, je pense qu'on a tracé la bonne route, on a tracé le bon chemin. J'en veux pour preuve, et répondant ainsi à Arnaud Rousseau, l'ensemble de ces investissements qu'on a pu mettre en œuvre. J'en veux pour preuve aussi la balance commerciale qui était évoquée. Vous savez, lors du quinquennat précédent, la balance commerciale n'a eu cesse de s'effriter. Depuis 2017, la balance commerciale commence à retrouver des couleurs, mais le compte n'y est pas. Soyons très clairs. Il faut, et pour moi c'est ça la vision politique du prochain quinquennat, il faut absolument consolider cette reconquête de la souveraineté. Et ça, pour moi, ça passe par 5 principaux enjeux. Le premier, et j'y répondrai dans le détail avec grand plaisir, c'est l'enjeu de la rémunération. C'est la mère des batailles. Il n'y a pas de souveraineté agricole s'il n'y a pas de rémunération, parce qu'il n'y a pas d'agriculteurs s'il n'y a pas de rémunération, et de facto pas d'agriculture sans rémunération. Ensuite, c'est l'investissement. Une transition, ça ne se décrète pas. Il y a plusieurs parlementaires ici dans la salle. Aucune loi n'a jamais décrété une transition. Une transition, ce n'est pas de l'injonction, c'est de l'investissement. Et le choc de l'investissement qu'on a commencé avec France Relance, puis maintenant avec France 2030, songez quand même qu'en 18 mois, c'est plus de 4,2 milliards d'euros d'investissement que nous avons engagé ou que nous sommes en train d'engager. Et c'est ce choc d'investissement qu'il faut continuer. Le troisième vecteur, à n'en pas douter, c'est la question du changement climatique. Et le prochain quinquennat aura 2 responsabilités très fortes. Mettre en œuvre toute la réforme de l'assurance récolte, qui va être votée là dans quelques jours, et mettre en œuvre tout ce que nous avons d'ores et déjà édicté dans le cadre du Varenne de l'eau et du changement climatique. Le 4e enjeu de cette souveraineté, c'est le renouvellement des générations. Il faut mettre le paquet sur ce renouvellement des générations, sur l'accès au foncier, sur des fonds de portage dans lesquels moi je crois beaucoup, sur la mise en œuvre de cette nouvelle politique agricole commune qui commence en 2023 avec des éléments très importants sur le soutien aux jeunes. Et puis le dernier élément de souveraineté, ce qui nous différencie beaucoup d'un candidat comme Éric Zemmour, c'est l'Europe. L'Europe est une zone de protection, l'Europe doit être une zone de développement, mais l'Europe doit être prise sans aucune naïveté. Et par exemple, la stratégie Farm to Fork, elle doit être mise en œuvre de manière pragmatique, c'est-à-dire avec cette même vision politique, qui est de dire le rôle de l'Europe agricole, c'est un rôle nourricier. En aucun cas, une réduction des productions. Et c'est l'ensemble de ces 5 piliers qui fait pour moi la stratégie du prochain quinquennat sur cette souveraineté alimentaire. Et en termes de réglementation européenne, est-ce qu'il vous manque des éléments et comment agir au niveau européen pour justement, par exemple, si on revient sur les 2 lois Egalim, on n'en est pas encore au bout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore une mise en œuvre satisfaisante par rapport à la rémunération des agriculteurs. Est-ce qu'il vous manque aujourd'hui des éléments législatifs européens pour aller plus loin ? Ou est-ce que c'est juste un problème national ? Non, c'est les deux. Si votre question, en fait, elle amène sur la question de la rémunération des agriculteurs et du revenu des agriculteurs. En fait, il faut parler compte de résultats.
Il faut parler compte de résultat. Je disais, nos 5 piliers de la souveraineté, on pourra y revenir sur chacun d'entre eux, mais dans nos 5 piliers, le premier sur lequel j'ai commencé, c'est la rémunération. Bon. Cette rémunération, c'est le compte de résultat, c'est-à-dire à la fois le revenu et à la fois les charges. Quand vous prenez le revenu, la première question du revenu, c'est qu'un agriculteur, il veut être payé par les prix et pas par les primes. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas consolider les primes. Et moi, j'ai parfois été critiqué dans la nouvelle politique agricole commune que j'ai mise en œuvre, qui commencera en 2023, et que j'assume, et je souhaite que le prochain gouvernement continue dans cette lignée de cette politique agricole commune, qui a été un énorme travail, une très grande méthode qu'on a développée, et qui est fondée sur une caractéristique, c'est que la politique agricole commune, elle a un premier pilier qui est grosso modo l'aide au revenu, un deuxième pilier qui est l'aide à l'investissement. Eh ben, on est ambitieux sur les deux. Et pourquoi on est ambitieux sur les deux ? Parce que c'est comme dans la vraie vie, si vous voulez faire des transitions, il faut investir. Si vous voulez investir, il faut avoir du revenu. Si vous n'avez pas de revenu, vous ne pouvez pas investir. C'est pas vrai. C'est pas vrai dans nos vies personnelles, c'est pas vrai dans les vies économiques. Donc, il faut consolider l'Europe sur la mise en œuvre de la politique agricole commune, premier élément du revenu. Mais le deuxième élément du revenu, c'est évidemment d'être payé à son juste prix. Et c'est la loi Egalim 2. Mais la loi Egalim 2, vous savez, c'est un très bel objet politique. Et comme vous interrogerez l'ensemble des candidats, c'est un très bel objet politique, mais c'est un très bel objet politique qui vient mettre à mal une organisation de 15 années qui a dit, avec une vision politique, eh bien moi, je vais, au nom du pouvoir d'achat des Français, détruire le revenu des agriculteurs. Et ce visage, il a une caractéristique, il a un nom, c'est la loi LME, prise en 2008 par la majorité des Républicains. Alors, et cette loi LME, regardez-la dans le détail, elle est stupéfiante. Elle dit dans son titre 2, c'est écrit comme ça, au nom de la liberté de croissance, pour libérer la croissance, on va déréguler la chaîne agroalimentaire. Dit autrement, eh bien, au nom de la facilité politique du pouvoir d'achat, on va dire, mesdames et messieurs les agriculteurs, c'est sur votre compte de résultat qu'on va financer le pouvoir d'achat des Français. C'est folie. Justement, dans le discours de lancement de France 2030 en octobre dernier, Emmanuel Macron soulignait justement ce paradoxe du fait que l'agriculture est en train de réaliser une nouvelle transition vers l'agroécologie sous contrainte, alors qu'en fait, la société française a fait le choix que l'alimentation n'avait presque plus de valeur. Oui. Donc, comment on inverse cette tendance ? Donc, vous avez un premier point, quand vous parlez compte de résultat, c'est la question du revenu. Vous avez un deuxième point qui est plus général dans notre société, c'est que notre société, elle a perdu la notion de la valeur alimentaire. Oui. Et la valeur alimentaire, c'est quoi ? C'est d'abord la valeur nutritionnelle, c'est la valeur environnementale et c'est la valeur économique. Et sur ce point, il faut être très ferme. C'est-à-dire qu'il faut d'abord dire, dans la négociation de la valeur, moi, consommateur, vous l'avez dit, Monsieur Foucault, aujourd'hui, vous avez de plus en plus de consommateurs qui disent « mais moi, je suis prêt à rémunérer l'agriculteur. Par contre, je vais avoir l'assurance que quand je paye mon pot de yaourt, le prix que je paye, il ne vient pas gonfler la marge du distributeur ou de l'industriel, mais il vient bien rémunérer le consommateur. Regardez le succès. Et en même temps, les Français s'alimentent largement dans la grande distribution. Ça, c'est une donnée. Mais bien sûr, mais ça veut dire que moi, je dois avoir confiance quand je prends mon produit, quand j'achète mon produit, d'être sûr que le prix d'achat, il vient rémunérer l'agriculteur. Et c'est ça la loi Egalim 2. Et cette loi Egalim 2, je le redis, c'est une loi de régulation. Et j'assume, vous savez, dans le macronisme, on parle beaucoup du libéré-protégé. Eh bien là, on est dans la pure protection. Et ça vient balayer cette loi LME de 2008 qui était un simplisme politique. Vous pensez qu'elle est suffisante, cette loi Egalim 2 ? En tout cas, je peux vous dire qu'on allait le plus loin possible, et le monde agricole le sait bien. On a travaillé énormément avec eux, et on a pris absolument l'intégralité des éléments discutés avec le monde agricole, modulo un point qui est que la loi fixe elle-même les prix, mais je crois que toute personne du monde agricole sait bien que ce n'est pas à la loi de fixer les prix. Par le passé, parfois, on a tenté et on a eu des problèmes. Il y a eu des revers de bâton. La transparence est difficile à établir ? En tout cas, moi, je crois qu'il faut passer de la guerre des prix à la transparence des marges. C'est ça, une société... Mais on n'y est pas encore. On a tenté au début de le faire par la confiance, c'était la loi Egalim 1, et puis tous ceux qui nous ont dit la main sur le cœur, vous inquiétez pas, je vais le faire. Finalement, certains ont joué le jeu, beaucoup n'ont pas joué le jeu. Eh bien, quand la confiance est rompue, on passe à la régulation, et cette régulation, c'est la loi Egalim 2. Si je puis me permettre, parce qu'on parle revenu, le premier point,
c'est donc par les comptes de résultats, le revenu, on vient de le faire avec la PAC et Egalim 2. Il y a un deuxième point qui est essentiel, c'est l'investissement dans la compétitivité. Il faut parler compétitivité de notre agriculture. Donc investissement dans la compétitivité, pardon d'être parfois un peu technique, mais je crois que c'est le sens de ce que vous attendez, c'est d'abord la compétitivité coût. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin dans un certain nombre d'allégements fiscaux. Je pense qu'il faut donner encore plus de visibilité sur le TODE, qui est un sujet très important. Évidemment, sur la compétitivité coût, il faut lutter contre toute surtransposition. Je suis quand même un ministre, et certains, et notamment un acolyte, est là dans la salle, le député Grégory Besson-Moreau, où on a pris des décisions fortes avec la majorité présidentielle sur ce qui a été nécessaire pour sauver la betterave. Donc ça, ces trois éléments, c'est la compétitivité coût. Mais l'investissement, il doit être aussi dans ce qu'on appelle la compétitivité hors coût, c'est l'investissement dans la qualité. C'est ça qui fait notre ADN, et donc là aussi, il faut investir massivement. Alors, vous parlez de surtransposition. Le ministre Julien Denormandie, on connaît la position. Néanmoins, la position du candidat Macron, ça a été la position inverse. Il a été un peu le prince de la surtransposition. Il a promis de sortir du glyphosate plus rapidement que tout le monde. Sur les néonicotinoïdes, alors c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a eu un virage net au milieu du quinquennat. Est-ce que ça veut dire qu'il a appris de ces erreurs? Ça veut dire que notre position et la position de la majorité présidentielle, et je le souhaite pour un second quinquennat, elle est très claire. C'est une position qui est pas de surtransposition. Tous ces sujets doivent être traités au niveau européen, parce que nous sommes dans un marché commun. Et donc, c'est un non-sens, il n'y a pas ce qu'on appelle ce level playing field. Et d'ailleurs, c'est la priorité qu'on s'est fixée là dans la présidence française qui continuera après l'élection présidentielle, avec des nouvelles réglementations comme la réglementation Sud qui doit faire cette harmonisation. Donc, level playing field au niveau européen. Au passage, j'attire l'attention de tous que c'est la France qui a obtenu que dans la nouvelle politique agricole commune, il y ait également ce level playing field sur les politiques sociales. Parce qu'au sein de l'Europe, on sait très bien qu'un certain nombre de pays, ils faisaient de la distorsion par le social. Le troisième élément sur ce sujet de protection, c'est la question de la réciprocité dans les échanges, la question des clauses miroirs. Je veux dire, nous sommes une majorité qui défendons corps et âme la mise en place des clauses miroirs, comme celle dans les antibiotiques de croissance pour le règne animal. Et donc, il faut absolument aller au bout sur cette réciprocité. Et le quatrième élément sur cette protection, c'est la politique commerciale. Et le président de la République lui-même, il a très clairement dit non au Mercosur, parce que c'est un non-sens à la fois environnemental et à la fois économique. Et vous savez, c'est là aussi se libérer, protéger. Moi, je suis pour investir massivement dans la recherche, oui au NBT, pour répondre à Arnaud Rousseau. On allait y venir. Investir massivement dans la recherche. On met plus de 4 milliards d'euros et il faut que le prochain quinquennat continue le déploiement de ces investissements. Je suis à fond pour travailler sur cette compétitivité coût, cette compétitivité hors coût, ce revenu, mais aussi protéger avec cette réciprocité, avec ce level playing field européen. Ça, c'est un des marqueurs forts aussi. Vous êtes l'un des rares, et certains candidats le disent, mais vous n'êtes peu nombreux à dire clairement, et j'imagine que ce sera le cas dans le programme d'Emmanuel Macron, oui au NBT. Oui, parce que moi, je crois que le plus important, vous savez, que ce soit sur la souveraineté alimentaire ou sur ce qu'on dit sur le revenu, moi je crois que la politique, c'est une vision, je vous l'ai exprimé, mais c'est aussi une méthode. Et la méthode, elle est très importante dans le monde agricole, c'est la science et la raison. Donc oui au NBT, dès lors que c'est une source de progrès, et ça nous permet d'avancer là-dessus. Mais oui aux investissements également dans cette troisième révolution agricole que moi je porte avec force, le numérique, l'agro-robotique, le biocontrôle et la sélection variétale. C'est celle-là dans laquelle on investit plus de 2,8 milliards. Et ça montre aussi que le monde agricole, c'est un monde hyper innovant. Soyons fiers de ce modèle agricole et de cette innovation.